Françaises et les Français qui voudront bien se réunir pacifiquement derrière notre appel citoyen pour exiger officiellement que soit abrogée la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, créant dans le Code de la santé publique l'état d'urgence sanitaire. Pouvoir sera ainsi redonné à notre démocratie et la sécurité nécessaire au débat public rendu en vue de permettre l'élaboration de solutions réelles, fondées. Nous sommes suffisamment forts, suffisamment inventifs et par-dessus tout solidaires pour nous libérer ensemble de cette peur irrationnelle, cette psychose créée de toutes pièces, et pour combattre la propagation du virus dans un régime normal de fonctionnement des institutions, censées être les garantes de la démocratie. Donc nous appelons pour la liberté, nous appelons pour l'égalité, pour la solidarité. Tous les citoyens à rejoindre notre appel pour l'abrogation de l'état d'urgence sanitaire. À nous, force et loyauté pour la démocratie. Au lecteur, ne lâchons rien, force jeunesse là, soyons forts. Alors bon bah rebonjour. Alors, pouvez-vous me répéter ce que vous m'avez dit il y a quelques instants? Pourquoi êtes-vous ici? Alors nous, on est un groupe de gilets jaunes issus des premiers moments du mouvement et également des primo-manifestants. Il y a des gens qui nous ont rejoints il y a quelques semaines. Et on est pour l'abrogation de l'état d'urgence sanitaire qu'on considère comme étant injustifié, illégitime, anticonstitutionnel, antidémocratique. Et on considère qu'on en a vraiment, mais vraiment là, on en a vraiment marre de la façon dont on nous prive de liberté. On trouve que cette crise est très mal gérée, qu'il y a énormément de corruption au sein du conseil sanitaire de Macron. J'ai oublié aussi de préciser là dans l'appel que je viens de lire que monsieur Vaccin conseil de Macron, c'est un monsieur qui travaille pour le cabinet de conseil McKinsey, qui est un cabinet de conseil américain. Et c'est le fils Fabius. Alors c'est Thomas Fabius, non Victor Fabius, pardon, je confonds toujours les deux. C'est pas celui qui a été condamné quand même. Alors c'est pas celui qui a été condamné, est-ce que monsieur Fabius a deux fils, Victor et Thomas, et il y a le bon et le mauvais fils, on va dire. Il y a un fils qui a déconné, qui a été condamné, qui est voilà, pas très net et qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice, et avec les salles de jeu, je crois, avec les casinos, qu'il a arnaqué, et il y a le bon fils, entre guillemets, Fabius, mais bon, qui est quand même de la famille Fabius. Moi, ça me gêne parce que Fabius est quand même... Monsieur sans contaminé. Et quand même monsieur sans contaminé, je veux dire, il a quand même été condamné. Enfin, il y a quand même eu des scandales énormes au niveau de la santé avec cette famille. Et c'est donc le fils Fabius qui se retrouve à la tête du cabinet de conseil McKinsey, qui dirige un peu toute l'organisation de la vaccination en France et qui fait donc l'ultra promotion des vaccins en France. Excusez-moi, connaissez-vous les actionnaires de McKinsey? Alors je connais pas en détail les actionnaires de McKinsey, mais il me semble qu'il y a des gros fonds américains. Ah, donc si vous ne savez pas, pour l'instant, on va pas piloguer là-dessus. Donc vous voulez parler donc du fils Fabius. En tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'on a des gens qui sont dans une gestion de cette crise totalement opaque, que les vraies infos ne sont pas du tout diffusées. Qu'est-ce que vous aimeriez voir diffuser comme information, par exemple? Nous, ce qu'on aimerait, c'est que, par exemple, le collectif des 30 000 médecins du collectif Laissons-les prescrire, avec les collectifs Santé Libre. Alors, il y a plusieurs groupes, ils se sont tous réunis sous, je crois, l'appellation Santé Libre. Il y a énormément de médecins qui appellent à la raison, qui appellent à libérer les gens, qui appellent à stopper le masque systématique partout en extérieur, qui disent que c'est très nocif pour la santé d'avoir le masque pour les enfants à l'école, et qui disent aussi qu'il y a des traitements qui existent, que si déjà on supplémentait tout le monde, tous les citoyens, particulièrement les personnes âgées, avec suffisamment de vitamine D, de vitamine C, déjà ça permettrait de limiter pas les contaminations, mais les cas graves puisque l'organisme humain est capable aussi de lutter contre les virus.
Et quand on n'a pas de carence au niveau, au niveau des vitamines essentielles pour le bon fonctionnement du système immunitaire, ça réduit énormément la gravité des infections. Comme pour toute maladie. Comme beaucoup de maladies en règle générale. C'est sûr que, bien sûr, on n'est pas dans le déni, ce virus existe. Ce virus est certes très virulent, peut-être un peu plus que d'autres virus habituels, mais il y a eu des grippes en 2017, la grippe a été hyper dure, il y a eu plus de 20 000 morts, et encore, c'est peut-être des chiffres même qui sont sous-estimés. Il y a eu plus de morts de la grippe en 2017 qu'il y en a eu là du Covid cette année. On n'a pas réellement de transparence sur les chiffres. Ça a été retranscrit quand même, au-delà des médias traditionnels, ça a été retranscrit, puisqu'il y a eu d'autres formes de réseautage. Donc ouais, il y a des réseautages, mais ceux qui veulent le savoir le savent, non ? Les études, comme on garantit que les études ont été faites vraiment avec des méthodologies fiables et qui soient honnêtes et qui soient, pourtant, il y a énormément d'études différentes de différents pays. Différentes, voilà. Enfin, on parle notamment des grands essais en naturel en Israël, par exemple, dernièrement, parce qu'ils font une grande publicité gouvernementale israélienne. En Israël, ils font des grandes publicités, mais ils sont aussi à fond pour la vaccination. Nous, on se positionne. Pas vous ? On se positionne pour dire que la vaccination, c'est peut-être pas la solution. Est-ce que inoculer déjà ce qu'ils appellent un vaccin, mais qui n'est pas un vaccin, puisque c'est une méthode inédite sur laquelle on n'a aucun recul. Aujourd'hui, ce sont des injections de thérapie génique. Ce sont des injections de produits contenant des molécules qui ont été génétiquement modifiées, avec quand même des risques qui ne sont pas complètement anodins. Le docteur Louis Fouché, par exemple, explique très très bien comment un des vaccins repose sur la fabrication d'une molécule pour bloquer la protéine spike qui entoure le virus. Et il faut savoir que cette protéine spike, donc elle serait bloquée par ce vaccin. Cette protéine spike, elle ressemble à s'y méprendre, vraiment elle est très proche d'une autre protéine qui est naturellement présente dans le corps humain et qui est responsable de la fabrication du placenta quand on est enceinte. Et si on neutralise la protéine spike, potentiellement ce vaccin pourrait également avoir un impact sur la protéine qui est responsable donc de la placentogénèse, je crois. Je ne sais plus le terme exact, mais en tout cas de la fabrication de placenta. Craignez-vous donc des risques de répercussions sur l'enfant ? Il y a des risques énormes sur la fertilité qui n'ont pas été étudiés, sur lesquels on n'a aucun recul. Et ça, ce sont des médecins qui le disent. Je ne parle pas en mon nom, je parle là en reprenant les propos de médecins, de gens qui savent de quoi ils parlent. Si on a un regard un peu cynique, n'est-ce pas un bon moyen d'expérimenter de nouveaux vaccins, nous aussi le vaccin, pour renouveler un peu les gammes de protection de la population ? Alors il faut quand même être conscient qu'on a une oligarchie qui craint énormément l'explosion démographique. C'est vrai que l'explosion démographique de l'humanité, elle est réelle, mais est-ce que c'est le moyen de diminuer l'explosion démographique que d'inoculer des vaccins potentiellement infertilisants à une population sans son consentement, sans qu'il y ait un débat démocratique, sans que ce soit décidé, et surtout sans qu'on en soit informé. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous permet de penser que ça serait une méthode de régulation des naissances ? Ça pourrait être un génocide de l'humanité ? Oui, potentiellement, ça pourrait. Moi, je me pose la question, en tous les cas. C'est des débats qui devraient être soulevés. En tous les cas, c'est des questions, quand on en parle, on est traité de complotiste, alors que je suis désolée, c'est des questions légitimes et qu'on est en devoir de poser, en fait. C'est notre devoir de poser ces questions et elles sont évincées par le gouvernement et par l'exécutif et par tous ceux qui prônent la vaccination à tout prix et qui ne jurent que par le vaccin. Nous pensons qu'il y a d'autres moyens de combattre un virus et surtout un virus qui pour nous c'est pas Ebola, c'est pas le choléra, il n'y a pas 20% de la population qui est tuée par ce virus, il y a à peine 0,3% des contaminés qui meurent de ce virus et ce sont des personnes très fragiles qui sont déjà très affaiblies, qui ont voire des comorbidités ou des carences en vitamines, enfin voilà, des santé très très fragiles. Donc on ne peut pas justifier un état d'urgence sanitaire, on ne peut pas justifier une catastrophe sanitaire pour un virus qui tue aussi peu de monde et on ne peut pas imposer autant de restrictions, des masques et toute cette propagande pour un vaccin, en plus de ça, sur lequel on n'a aucun recul. Voilà. N'est-ce pas un bon moyen justement de profiter de cette épidémie
pas aussi mortels que d'autres pour tester les différentes strates de protection, à la fois le sanitaire, hein, bien sûr les médecins, la gestion des hôpitaux, recherche, regrouper des fonds pour les laboratoires pour faire avoir de nouveaux vaccins, de nouvelles protections. N'est-ce pas un bon moyen justement d'en profiter de cela pour lutter, pour avoir des recherches annexes sur les maladies plus dangereuses? Pensez-vous pas que c'est une bonne manière justement de faire du contrôle et de contrôle qualité entre guillemets des services de l'État sanitaire? Vous pensez que l'État se sert de la crise Covid pour faire un meilleur contrôle sanitaire? Pas forcément, mais au moins avoir une répercussion sur la gestion des services. N'est-ce pas de bon moyen? Il y a de nombreuses questions qui se sont posées, tout à fait légitimes, sur l'efficacité des médecins, de tous les services médicaux, ou même de gestion médiatique. Il semble quand même que l'hôpital public est à l'agonie depuis des décennies, enfin depuis plus de 10 ans. Ça a commencé par l'ultralibéralisation avec Bachelot. Il y a eu des baisses de moyens depuis des années. Tous les médecins des hôpitaux publics dénoncent le manque de moyens et la casse de l'hôpital public. Justement, n'est-ce pas un bon moyen d'assister, de forcer une bonne chose, hein? Oui, mais regardez, l'État n'a absolument pas créé de lits. Il en continue d'en supprimer. L'État continue de supprimer des lits. Il y a la réforme là, de la sécurité sociale qui prévoit encore des millions de baisses de dotation aux hôpitaux. Et donc la suppression de lits. Et je crois qu'en 15 ans, ce sont plus de 45 000 lits au total qui ont été fermés dans les hôpitaux publics. Donc, excusez-moi, d'après vous, il n'y a eu aucune embauche d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins? Il n'y a eu aucune embauche ces derniers temps. Le gouvernement n'a embauché personne. Il n'y a eu aucune création de postes dans les hôpitaux. Aucune. Par contre, ils sont capables de faire des ouvertures de centres de vaccination. Mais ils ne sont pas capables de faire des ouvertures de lits et de services ambulatoires pour traiter les gens très malades ou de services de réanimation. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc en tous les cas, nous aujourd'hui, on est là pour dénoncer tout ce qui se passe au niveau politique. On est vraiment très très remonté contre le déni de démocratie qu'on est en train de vivre de façon permanente depuis le mandat de Macron principalement, mais bon, ça avait commencé avant. Et avec Force Jaune, on est donc une association collégiale. On est tous coprésidents. Alors là, tous les membres de l'asso ne sont pas là parce qu'il y a des gens qui sont en province. On a des gens qui sont dans le sud-ouest de la France, qui sont en région lyonnaise. On a des gens un peu partout. On n'est pas non plus hyper nombreux, mais on espère grandir. On a un groupe Force Jaune France sur Facebook qui a 1300 membres. Depuis combien de temps existez-vous? Enfin, en tant que groupe, depuis combien de temps existez-vous exactement? Alors notre association a été créée en octobre dernier, donc il y a 5-6 mois, mais notre groupe existe depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on a constitué l'association qui est issue du groupe Gilets jaunes d'Éclate à Manif. Pourquoi une création si récente, si tardive par rapport à votre historique? Tout simplement pour des raisons de volonté de faire une asso très démocratique avec un maximum de gens. Et ensuite, on était aussi pris dans l'organisation tous les week-ends. Vous savez, on a manifesté tous les samedis pendant 2 ans. On était pris un peu dans cet élan de manifester. Et ensuite, voilà, on a été pris un peu comme tout le monde de court par la crise Covid. Au départ, on était comme tout le monde, on ne savait pas les premiers mois qu'est-ce qu'il en était, si c'était vraiment si dangereux que ça ou pas. On a eu des périodes de flottement, mais en tous les cas, on a voulu surtout que l'association elle soit cofondée avec un maximum de gens. C'est pour ça qu'on a mis du temps à la fonder par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Vous ne trouvez pas que c'est un peu tardif justement par rapport à chose? N'est-ce pas maintenant que c'était un collectif, mais c'est vrai qu'on aurait pu cofonder une association plus tôt, mais on n'avait pas les moyens de le faire. On n'a pas eu le temps de le faire avant non plus. Et vous savez, dans le mouvement des Gilets jaunes, au début, il y avait un vrai refus d'organisation officielle. Et ça a mis un peu de temps à cheminer l'idée de réellement créer une structure officielle. La Force Jaune est donc une association officielle. Et même des Gilets jaunes nous critiquent parce que pour eux, ils ont l'impression qu'on va faire un parti. Alors que dans nos statuts d'association, le premier article dit l'association n'est pas un parti politique. Voilà. Nous refusons de rentrer dans le jeu des partis électoralistes. On n'est pas là du tout pour porter un candidat aux élections. On est là plutôt en tant que vigie
citoyenne, c'est-à-dire veille citoyenne de ce qu'est la démocratie, de ce que devrait être pour nous une démocratie, c'est-à-dire avec beaucoup plus de participation des citoyens, des décisions prises collectives, que le citoyen soit au cœur des décisions politiques. N'est-ce pas justement une faiblesse à un certain moment, puisque qui dit décision vraiment collégiale, manque de réactivité et manque d'autorité pour imposer une ligne? Alors on distingue les lignes politiques, on va dire les grandes lignes politiques, des actions spontanées qui parfois, effectivement, des fois on a besoin de réactivité. C'est pour ça qu'on a des personnes mandatées qui ont des missions et on leur demande d'accomplir les missions. Moi je suis coordinatrice, on a des secrétaires, on a deux trésoriers et on a des personnes aussi qui s'impliquent comme elles peuvent dans l'association. Mais en tous les cas, évidemment, il y a des fois des choses qui demandent de la réactivité et on peut la donner quand, voilà, ça dépend de quoi il s'agit, mais les grandes décisions, elles doivent être effectivement réfléchies. Dernière question, avez-vous une formation médicale pour... Alors moi, personnellement, non. J'ai pas de formation médicale. Maintenant, bon, au-delà, bon, j'avais fait des études de sciences, je me suis toujours passionnée pour la médecine. J'aurais voulu être, soit j'étais médecin, soit je faisais du cinéma, des médias. J'ai choisi la deuxième option et j'ai travaillé dans la télévision et le cinéma pendant de nombreuses années. Mais je me suis toujours passionnée pour la biologie, le corps humain, particulièrement pour la génétique et pour la neurobiologie et la psychologie. Et j'ai travaillé pendant 10 ans pour le magazine de la santé. Le magazine de la santé sur France 5. Et voilà, ça m'a toujours passionnée la médecine parce que c'est lié à notre fonctionnement humain, à la découverte, c'est aussi la découverte de notre propre être, de savoir comment la biologie de notre corps fonctionne, notre organisme fonctionne. C'est d'ailleurs une culture, je pense qu'il faudrait que ce soit vraiment davantage développé. La biologie, je trouve, le savoir du fonctionnement du corps humain devrait être encore plus poussé, je trouve, au niveau des études. Eh bien, merci. Bonne journée. Merci à vous.